Regards croisés, l'émission qui s'intéresse à la littérature québécoise telle qu'elle est lue à l'étranger. Ici Marie-André Lamontagne qui vous souhaite la bienvenue à cette première édition de Regards croisés, une émission littéraire un peu spéciale placée sous le regard de l'autre, de l'étranger. Chaque semaine, en effet, nous irons dans une grande ville du monde pour y recueillir les commentaires de lecteurs choisis, italiens, russes, japonais, suédois, argentins, écossais et d'autres encore, sur des ouvrages parus récemment au Québec. Il s'agira principalement de romans, parfois d'essais, dont les sujets nous auront paru significatifs, ou encore de recueils de poésie. Pour cette première incursion, nous avons choisi, exceptionnellement, en cette pré-rentrée littéraire, de revenir sur le roman de Gilles Courtemanche, Un dimanche à la piscine à Kigali, paru l'automne dernier chez Boréal, et qui fut sans contredit un moment fort de la saison. Pour commenter ce roman, nous allons maintenant rejoindre le Camerounais Kouma Doumbé III à la bibliothèque de l'Université Humboldt à Berlin. C'est d'ailleurs à Berlin que notre invité enseigne la politique internationale à la faculté des sciences politiques et sociales de l'Université libre de Berlin. Kouma Doumbé III est également écrivain. Il a écrit pour le théâtre, il a publié des nouvelles, un roman, ainsi que des essais. J'ajoute enfin qu'il est expert consultant en coopération internationale avec les pays africains. Il est donc un lecteur tout indiqué pour le roman de Gilles Courtemanche et nous allons maintenant savoir ce qu'il en a pensé. Kouma Doumbé III, bonjour. Bonjour Marie-André Lamontagne. D'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. J'aimerais avoir de vous, dans un premier temps, votre impression générale comme lecteur étranger, j'oserais dire. Je pense que ce que Gilles Courtemanche a fait, c'est quelque chose de terrible et de terriblement utile. Il a peint un tableau, malheureusement tellement vrai, qu'on penserait que c'est de l'imaginaire. Et quand la réalité arrive à dépasser l'imagination, vous savez, quand on voit ce qui s'est passé au Rwanda, on se dit, mais est-ce que l'être humain est capable d'imaginer plus que ce qui a été fait en réalité? C'est l'impression qu'on a quand on lit ce roman-là. Gilles Courtemanche, ici, s'est expliqué sur le choix de la forme du roman, disant que l'horreur avait atteint un tel degré au Rwanda qu'un essai ou un reportage, ou enfin les formes, disons, traditionnelles, faisant appel à la raison, étaient impuissantes à rendre compte dans toute son horreur, c'est le mot qui revient le plus naturellement sur les lèvres, de la réalité au Rwanda. C'est aussi votre avis? Mais justement, je crois que c'est là le brio même de l'auteur, c'est-à-dire qu'il a fait un mélange du roman, de la chronique, du reportage journalistique, et c'est grâce à cela justement qu'il a pu dire l'indicible. Si c'était un rapport de l'ONU, un rapport d'une organisation, bien sûr on aurait perçu l'horreur, mais ça ne vous prend pas dans les traits, vous voyez. Tandis que, et si c'était tout simplement un roman, on aurait dit, ah ben vraiment il a de l'imagination. Mais en mélangeant tous ces genres, il arrive à vous conduire au cœur même de l'horreur. C'est-à-dire jusqu'où l'être humain est capable d'aller contre l'être humain, c'est-à-dire en réalité contre lui-même. Et il a su le dire en mélangeant ces genres. Et il a su le dire tout occidental qu'il soit et tout blanc qu'il soit. Et justement, je crois que c'est ça là le brio, parce que là on comprend qu'en réalité, il s'agit d'un être humain. Voilà un être humain qui voit ce qui se passe et qui a la capacité d'articuler en réalité son humanité. Parce que vous voyez, ce n'est pas un blanc qui vient pour quelques secondes, pour quelques jours, pour gagner des dollars en Afrique. Mais voilà quelqu'un qui vient, qui rencontre des êtres humains, qui acceptent leur vécu et qui se mélangent, qui se confondent dans ce vécu-là. Alors là, vous savez, la couleur de la peau n'a plus d'importance. C'est l'être humain qui reste, l'être humain qui vit cette douleur, l'être humain qui arrive à aimer au-delà de tous les dangers.
Le narrateur du roman a toutes sortes de remarques caustiques, à la fois pour les coopérants étrangers, mais également pour les Rwandais ou pour le Rwanda. Il écrit à un moment donné, il parle d'un pays timide, réservé et souvent menteur. Plus loin, Valcourt explique à Gentil que chaque pays possède une couleur, une odeur et une maladie contagieuse. Alors pour le Rwanda, elle s'appelle le pouvoir facile et l'impunité, dit-il. Êtes-vous d'accord avec cette vision? Mais ce n'est pas seulement le Rwanda, c'est le drame de l'Afrique. Après les indépendances, qui a pris le pouvoir dans les pays africains après l'indépendance? C'est cette fameuse élite occidentalité qui a perdu même ses racines et qui a perdu le sens de l'honneur, n'est-ce pas, qu'on a inculqué dans les traditions. Finalement, il s'agit du pouvoir pour le pouvoir. Il ne s'agit plus de pouvoir parce qu'on veut faire quelque chose, il ne s'agit plus de pouvoir parce qu'on veut développer le pays, il s'agit tout simplement d'assurer certains mécanismes pour que certains puissent s'enrichir à l'intérieur du pays et à l'extérieur du pays. Et c'est ça le drame de cette petite clique d'élite qu'on trouve dans les pays africains et qui n'a plus froid aux yeux, qui veut s'enrichir et qui veut s'accrocher au pouvoir ou qui veut parvenir au pouvoir, quel que soit le nombre de morts qu'il y aura. Kouma Doumbé-Troy, vous dites une petite élite occidentalisée. Dans le roman, on dit à un moment donné, les Blancs ont inventé ici une sorte de nazisme, et on fait allusion aux théories raciales d'un certain médecin belge là, qui ont conduit à affirmer la supériorité des Tutsis et à préparer la revanche des Hutus. Donc la responsabilité blanche dans l'état actuel de l'Afrique, elle est considérable. Elle n'est pas exclusive, parce que ça, il faut le dire dès le départ, parce que les Blancs ne peuvent faire ce qu'ils font en Afrique que parce qu'il y a des Africains qui sont dans le jeu. Ça, il faut que ce soit très clair. Mais ce qu'il y a, c'est ce déracinement profond de l'Africain qui a été à l'école sans, si vous voulez, sans plus avoir ces valeurs morales profondes, sans savoir où veut et où doit aller l'Afrique. C'est pour cela d'ailleurs que l'Afrique profonde a fermé ses portes à cette élite-là. Cette élite n'a plus accès à l'Afrique profonde, vous voyez. Et c'est cela qu'on dit que mais pour que l'Afrique s'en sorte un jour, que ce soit maintenant le Rwanda ou d'autres pays, il faut une renaissance africaine. Il faut une renaissance des valeurs fondamentales qui dirigent la politique. Kouma Doumbé-Troy, nous avons parlé du fond, c'est inévitable s'agissant du sujet de ce roman. J'aimerais qu'on parle maintenant de la forme, on l'a abordé un peu au début, la multiplicité de formes convoquées à l'intérieur de ce roman. D'abord, lisez-vous vous-même beaucoup de romans? Quels sont vos auteurs? J'essaie de lire des auteurs africains, mais qui ne sont pas très connus. Bon, moi je suis de la génération des Sembène Ousmane, vous savez, ce sont des gens qui m'ont beaucoup marqué, ou bien Kourouma, etc. C'est-à-dire des gens qui essayent de traduire l'Afrique telle qu'elle se présente aujourd'hui avec ses douleurs. Mais je ne sais pas, ce sont des auteurs qui au niveau international ne sont peut-être pas très très connus. Ils le sont un peu. Au Canada? Oui, aussi. Quelles sont les différences entre les modes narratifs africains et occidentaux, vous qui pratiquez les deux littératures? Vous savez, voilà, justement, le problème c'est que l'Afrique, c'est la tradition orale. C'est l'oralité, conter. Et bon, maintenant on traduit ça dans l'écriture, dans les langues européennes, mais vous voyez, si vous regardez en Afrique, le théâtre et le cinéma ont beaucoup plus de succès que la littérature, parce que la littérature c'est encore la chose écrite, mais cette oralité, cette saveur de conter, on peut encore la retrouver dans la poésie dite oralement par les griots, ou bien dans le théâtre et dans le cinéma. Et cette saveur de conter, le passage à l'écrit se fait plus difficilement pour les auteurs africains? Disons que vous savez, parce que le mot de roman c'est un peu difficile, parce qu'il faut lire, il faut avoir une tradition de lecture. Tandis que l'Africain, il est encore dans cette tradition de dynamisme de l'art. Hein. L'art, c'est quelque chose de dynamique, de vital, où il y a la parole, il y a le geste, où il y a la danse, etc. Cette combinaison-là, c'est ça qui fait que l'art, si vous voulez, a une importance vitale dans toutes les étapes de la vie en Afrique. Alors ça fait que la littérature telle qu'elle est, c'est-à-dire quelque chose couché sur papier, il faudra encore beaucoup de temps. Oui. Quelle est votre évaluation d'un strict point de vue esthétique, je dirais, du roman de Gilles Courtemanche? Mais je pense qu'au niveau esthétique, c'est sublime. Moi j'ai dit que c'est cet art d'avoir pu combiner tellement de genres, parce que et le résultat est là. Quand vous commencez à lire ce roman, vous ne le lâchez plus. Et pour moi, c'est ça. Oui. Mais n'y a-t-il pas tout de même un certain manichéisme dans cette histoire où, par exemple, les Tutsis semblent n'avoir rien à se reprocher? Là, visiblement, on voit le parti pris, on voit dans quel camp se situe l'auteur. Ce n'est pas qu'il est pro-Tutsi ou pro-Hutu. Je crois que l'auteur est pour l'humanité.
C'est ça le fond. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut lire ce roman et c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Il n'est pas pro-Hutu ou pro-Tutsi. Parce qu'il le dit dès le départ, ça a été fabriqué. Vous êtes Hutu aujourd'hui, demain vous devenez Tutsi et vice-versa. Et on s'entretue sur cette base-là. Je crois que c'est ça que l'auteur a voulu dire. Et il montre bien aussi tout le métissage, au fond, qui en a résulté pour le Rwanda et l'aspect superficiel, au fond, de ce découpage, qui peut-être repose moins sur une dimension ethnique que, je ne sais pas moi, une opposition nomade sédentaire ou enfin commerçants et paysans. Il n'y a pas deux ethnies au Rwanda. Vous savez, même quand moi j'y suis allé, je croyais qu'il y avait deux ethnies. Et je découvre des gens qui ont la même langue, les mêmes traditions, les mêmes religions, qui adorent le même Dieu. Et on me dit qu'il y a deux ethnies, sur la base de quoi? Avec mes amis, j'avais un chauffeur, je lui disais en route, écoute, essaye de me dire qui est Tutsi, qui est Hutu. Il n'arrivait pas. Il me dit, mais ça c'est ridicule. Parce que vous voyez quelqu'un qui a le nez qui est un peu court, vous allez dire que c'est un Hutu. Après, il s'avère que non, c'est un Tutsi. Les valeurs sociales, on a transformé ça, si vous voulez, en identité ethnique. Et c'est ça le drame. Et je crois que Gilles Courtemanche arrive très très bien à le démontrer. Que veut dire au juste être un intellectuel africain en Afrique? Parce qu'à plusieurs reprises dans le roman, le terme est employé évidemment entre guillemets et sur le mode de vitriolique, comme beaucoup de réalités d'ailleurs occidentales plaquées sur le continent africain. En Europe, vous êtes un intellectuel, j'imagine. Là-bas, êtes-vous surtout un homme instruit? Quelle définition donneriez-vous de l'intellectuel africain? Oui, alors, bien sûr, il le dit aussi, hein, un intellectuel, c'est celui qui a accumulé beaucoup de papiers, qui sait lire et écrire. Bon, et qui fait de grands discours aussi. Et de grands discours, surtout lorsqu'il sait lire et écrire une langue du blanc, le français ou l'anglais, ou le portugais, etc. Non, je crois que le problème, c'est que l'intellectuel africain, nous devons encore inventer l'intellectuel africain. C'est-à-dire celui qui a la maîtrise, c'est-à-dire qui est capable au niveau de l'abstraction, n'est-ce pas, de jouer avec des idées, mais aussi de concevoir avec des idées, mais qui non seulement puise sa force dans l'Occident, mais puise ses racines dans l'Afrique profonde. C'est là que l'intellectuel africain de demain, si vous voulez, aura le droit même de se nommer intellectuel africain, avec ce qualificatif d'africain. Et la chose est possible ? Ah ben, bien sûr, mais il faut faire un effort. Il faut que l'intellectuel africain d'aujourd'hui, qui est surtout un intellectuel européen à la peau noire, s'interroge et puis fasse l'effort pour entrer, pénétrer la culture africaine, pour répondre aux grandes questions qui se posent à l'Afrique de demain. Kouma Doumbé 3, en terminant, le roman de Gilles Courtemanche, vous aurez envie de le faire lire autour de vous, si j'ai bien compris, à vos amis africains. Ce que moi je conseillerais au Canada et à la coopération canadienne, c'est de traduire ce roman en Kinyarwanda et de l'offrir aux écoles du Rwanda. C'est important. Et là, la coopération rwandaise aurait fait un effort. Quant à moi, je l'ai déjà recommandé à tellement de mes étudiants et à tellement de mes amis. Pour ça, c'est fait. Mais il y a un grand pas à faire. Il faut que ce roman, tous les Rwandais puissent être capables de le lire. Et ils le font en Kinyarwanda parce que là-bas, ce n'est pas le français que les gens parlent, mais c'est le Kinyarwanda. Kouma Doumbé 3, je vous remercie. Je vous remercie aussi de m'avoir écouté, de m'avoir invité. À Regard croisé, vous avez entendu, de la bibliothèque de l'université Humboldt à Berlin, Kouma Doumbé 3 commenter le roman de Gilles Courtemanche, Un dimanche à la piscine à Kigali. Techniciens à Berlin, Hans Sibinski et Peter Seifert. À Montréal, Denis Leclerc et Gilles Roy. À l'animation, Marie-André Lamontagne. Réalisation, Jean-Pierre Denis.